Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 26 mars et donc en direct du Palais des Beaux-Arts de Lille. C'est le 148e jour aujourd'hui consécutif de fermeture des musées en France. Nous restons malgré tout en contact avec vous, notamment grâce à ces conférences en ligne que nous vous proposons et qui rencontrent un très grand succès. Merci donc d'être si nombreux. Merci de votre fidélité. C'est donc aujourd'hui notre 7e conférence consacrée aujourd'hui à la collection des plans reliefs conservés au Palais des Beaux-Arts de Lille. Et c'est Florence Raymond qui nous fait le plaisir de nous parler de cette grande aventure des plans reliefs, collection qui constitue l'un des joyaux du musée. Alors, quelques mots sur notre conférencière. Florence Raymond a d'abord travaillé au musée du Louvre en tant que collaboratrice scientifique dans le cadre du projet de recherche Antoine Watteau dans les collections publiques françaises. Elle a rejoint le Palais des Beaux-Arts en 2011. Elle a d'abord été chargée des collections 18e, sa spécialité de cœur, qu'elle partage également avec la valorisation numérique des collections du musée. Et depuis 2015, elle est également chargée du département des plans reliefs, dont elle a mené avec les équipes du musée le réaménagement complet, dont nous fêtons en ce mois de mars déjà les 2 ans. Donc ce réaménagement s'inscrit dans la refonte du parcours permanent en tranches successives qui a démarré en 2017 avec l'Atrium et qui se poursuit aujourd'hui avec la refonte du département Moyen-Âge-Renaissance. Nous allons donc nous concentrer aujourd'hui avec Florence Raymond sur les plans reliefs. C'est cette épopée, celle d'un grand projet dédié à une collection atypique qu'elle va nous conter aujourd'hui. Alors, vous pourrez poser des questions par écrit et je les transmettrai à Florence à la fin des 3 parties de cette conférence. Voilà, bonne conférence à toutes et à tous et à tout à l'heure. Florence, je te passe ta parole. Oui, merci Alice de cette introduction. Merci à tous d'être présents aujourd'hui à distance avec l'objectif, bien sûr, de se retrouver bientôt au Palais des Beaux-Arts. Et on pourrait imaginer qu'à l'issue d'une conférence qui réunit beaucoup de monde aujourd'hui, on puisse se retrouver en petits groupes autour des plans reliefs à la réouverture du musée. Donc, le défi du jour, si je puis dire, c'est de vous narrer 350 ans d'une histoire, celle des plans reliefs, en 1 heure et quart de temps. Donc, pardonnez mes approximations ou grandes synthèses sur certains points. Nous allons aller vite, un peu au pas de charge. Dans cette course contre le temps, celle-ci s'articulera, je dirais, en trois temps, 3 grandes parties. Une première partie consacrée à l'historique de cette collection. Vous n'échapperez pas aux grandes dates de celle-ci, avec pour objectif de repositionner les plans reliefs présentés à Lille, au nombre de 14, dans une histoire plus globale auquel ils appartiennent pleinement. Un deuxième temps qui vraiment mettra le focus sur le chantier que vient d'évoquer Alice, chantier de réaménagement, restauration, qui nous a emmenés dans une épopée dont chacun des membres qui y a participé se souviendra, je pense, toute sa vie. Et un troisième temps, peut-être un petit peu plus réflexif sur ce qu'est un plan relief. Est-ce un objet politique, un objet sensible ? Et en quoi sa nature même, qui est très spécifique, peut-elle vraiment influencer sur un projet ? Alors, dans un premier temps, je vais partager mon diaporama. Le rouge du Palais des Beaux-Arts vous accueille. Et nous allons pouvoir démarrer cette conférence avec quelques éléments de décor et de mise en contexte, avec la silhouette que vous reconnaissez du Palais des Beaux-Arts de Lille, construit en 1892 et qui a connu une très vaste rénovation dans les années 90, presque spécialement dédiée au plan relief. Ici, une vue de l'atrium du musée,
qui est en lien avec la collection des plans reliefs, puisque sous la dalle de béton que vous avez sous les yeux, palpite la collection qui est le sujet de notre conférence d'aujourd'hui. Conférence qui va notamment s'intéresser, vous en voyez ici l'affiche, au projet de rénovation de ce département. Mais avant toute chose, parlons un peu histoire et un peu plan relief. Alors la collection des françaises des plans reliefs s'étend de 1668 à 1870 et c'est bien sur 2 siècles que cette production tout à fait spécifique de maquettes s'est étendue. Et la superficie des plans reliefs est très variable. Elle peut présenter 1 mètre je dirais de circonférence jusqu'à plus de 160 mètres carrés pour les plus grands plans reliefs qui sont conservés à l'Hôtel national des Invalides à Paris. Et chacun d'eux, sur 2 siècles, selon un même principe de fabrication, représente en 3 dimensions une ville fortifiée ou une ancienne place forte, située généralement aux frontières du Royaume de France, comme autant de points de tension militaire que l'on a cru bon, selon un moyen très spécifique du plan relief, de représenter. Alors la France, puisque c'est souvent une des questions qui vient en tout début du sujet plan relief, la France n'est pas à l'origine de la pratique des plans reliefs. Antérieurement, les ingénieurs italiens avaient déjà pour habitude de réaliser des maquettes pour l'illustration des travaux de fortification. Travaux de fortification dont s'inspirera évidemment, et il faut le citer assez vite, notre architecte militaire de Louis XIV, Vauban, dont je parlerai assez peu aujourd'hui, on pourrait lui consacrer une autre conférence. Et c'est vraiment ce principe découlé d'une pratique aussi bavaroise et italienne dont va s'inspirer les premiers réalisateurs de ces objets. Alors, toutefois, et c'est vraiment la particularité de la collection des plans reliefs en France, elle est restée, on peut le dire, inégalée, puisqu'au plus fort de la collection, 200 maquettes, c'est absolument colossal, ont été fabriquées et conservées. Et aussi, on peut le dire sans fanfaronner, c'est la qualité de ces maquettes, notamment lorsqu'elles sont fabriquées au XVIIIe siècle, qui va différencier le plan relief des autres maquettes qu'on peut trouver en Europe au même moment. Vous verrez un peu plus tard dans le déroulé que ce sont des objets que l'on aurait pu réaliser de manière plus simple. Il y a vraiment eu un goût pour être au plus près d'une réalité, une forme de raffinement qui est atteint au XVIIIe siècle pour cette collection. Alors avant toute chose, on doit répondre à la question de ce qu'est un plan relief, parce que c'est un objet qui est assez peu rencontré dans les collections publiques françaises. C'est un objet qui souvent tutoie les records en termes vous le devinez à l'écran, en termes de superficie et de présence matérielle. Il est d'abord la maquette d'une ville, toujours située en son centre, ancienne place forte aux enjeux militaires, mais il est aussi une maquette de paysage, ce que vous devinez également tout à fait en voyant ici le plan relief de Namur. Et le terme de maquette qui vient de l'italien, nous évoquions les ingénieurs italiens à l'instant, qui vient de l'italien macchietta, désigne une première ébauche, une esquisse, quelque chose d'assez expérimental. Et on s'aperçoit finalement que ce terme de maquette n'est pas le synonyme le plus juste pour un plan relief, puisque le plan relief est un objet qui est particulièrement abouti et qui va viser à offrir une vision très achevée du monde au moment où il est représenté. Alors le plan relief et ceux présentés au Palais des Beaux-Arts de Lille, ils sont un peu d'ici et d'ailleurs. La collection déposée par l'État à partir de 1987 à la ville de Lille
Ces objets sont donc propriété de l'État, représentent et réunissent aujourd'hui 14 villes de l'ancienne frontière de la France et de l'Europe. Vous avez une carte synthétique ici à l'écran. D'ici et d'ailleurs, puisque 6 villes sur les 14 plans du Palais des Beaux-Arts de Lille sont françaises, Calais, Aire-sur-la-Lys, Gravelines, Bergues, Avesnes-sur-Helpe et Lille. 7 sont belges, ont été françaises et sont belges depuis déjà un certain temps. Et j'en profite pour saluer mes collègues belges qui sont présents. Tournai, Namur, Ypres, Menin, Audenarde, Ath et Charleroi. Et enfin, Maastricht, qui est déjà loin dans les sphères septentrionales de la carte et qui est également un des plans reliefs que l'on peut observer au Palais des Beaux-Arts de Lille. Donc, ensemble, ces villes témoignent toutes à une même échelle de représentation, 1/600e, c'est-à-dire que 1 cm sur ces plans représente en réalité 600 cm dans la réalité, donc 1 cm sur le plan, 600 cm dans la réalité, ou 6 mètres. Il y a donc une réduction très forte, et une réduction qui va tendre à montrer l'évolution d'un territoire et de ses frontières sur presque 200 ans de production dans les ateliers d'abord des villes représentées, puis ensuite centralisées à Paris. Alors, simple et complexe, c'est aussi une autre tension que porte le plan relief, parce que cet objet, c'est à la fois un trophée, un objet de prestige, mais c'est aussi un outil de renseignement, un outil de planification. Le plan relief est un objet qui ne dit pas vraiment son nom. Son nom associe d'ailleurs 2 notions contradictoires, un plan en 2 dimensions qui va cartographier, et un relief, un volume, qui va donner sa forme à la maquette représentée. Simple, en quelque sorte, le plan relief offre toujours une ville au centre du paysage, un paysage qui va être vu du ciel. C'est vraiment une vision aérienne qui est offerte à la vue de ces objets, une perception aérienne qu'aucun individu de l'époque, nous sommes en 1668, aucun individu de l'époque n'a encore fait l'expérience de l'altitude. Et donc il faut se figurer que cette vision, seuls les oiseaux et peut-être Dieu à l'époque l'avaient, et que le fait de présenter un objet de ce type au roi, c'est un objet royal, nous y reviendrons, devait créer un effet peut-être assez comparable à l'imagerie dont on se régale aujourd'hui, l'imagerie spatiale, l'imagerie sur Mars, d'avoir l'impression de découvrir quelque chose comme on ne l'a encore jamais vu. Donc c'est un objet, vous l'aurez compris, qui soutient évidemment très bien la comparaison contemporaine en termes d'imagerie aérienne, de satellites, et avec un certain goût pour l'anachronisme, on s'est demandé si le plan relief n'était pas finalement le drone de Louis XIV, avec un sentiment d'élévation sur une ville, un goût pour la connaissance et puis aussi la surveillance d'une ville alors matérialisée telle que vous le voyez ici. C'est également un objet qui, autre jolie ambivalence, propose un défi à celui qui le regarde. La distance qui le sépare de son centre, je reviens à celle-ci pour que ce soit plus explicite, donc la distance qui sépare le plan de son centre à l'extrémité des tables qui l'enserrent, correspondent en réalité à la portée du canon de l'époque. Entre la limite de la table que vous voyez et le centre du plan est figuré à peu près en réduction 600 mètres, qui est la portée du canon au début du XVIIIe siècle. Et donc la fonction militaire, redoutablement militaire, est inscrite dans la forme du plan relief. Mais on peut aussi, et je ne pense pas que les choses soient contradictoires, voir dans cet objet quelque chose d'assez formidablement poétique. Et la vision rapprochée, minuscule, va venir vraiment soutenir une certaine idée symbolique du pouvoir qui va assumer une part
de grandiose. Vous avez vu que ce sont des objets qui s'imposent, qui en imposent et qui vont proposer une oscillation entre le très grand et le très petit, comme ici le montre un détail des arbres sur le plan d'Avesnes. C'est donc, vous l'aurez compris, un vaste terrain de jeu pour l'imaginaire. Et le plan relief dévoile donc 2 siècles de représentation du monde. Son histoire commence en 1668. Vous voyez ici des visuels qui montrent différents effets d'échelle. Son histoire commence donc en 1668, première date dans les archives. C'est le lancement de la collection. Le traité d'Aix-la-Chapelle vient d'être signé le 2 mai 1668 et c'est ce traité qui marque l'extension du territoire français vers le nord avec la prise de plusieurs villes, dont Lille, Armentières, Menin, Douai, Charleroi, etc. 2 mois plus tard, donc très rapidement, Louvois, que vous voyez à gauche, qui est ministre de la guerre de Louis XIV, commande les tout premiers plans reliefs. Les premiers plans reliefs, ce sont les plans de Dunkerque et de Ath. Ces tout premiers plans reliefs n'ont pas été conservés, ont été détruits et présentaient sans doute un aspect un petit peu plus rustique que ceux que nous présentons à Lille. Une première commande suit très vite avec les plans de Bergue, Furnes, Gravelines, Lille et Courtrai. Vous voyez que la production des plans reliefs suit très rapidement le rythme des conquêtes lors des différents conflits relatifs toujours à la frontière nord de la France. Et s'il y avait une notion à retenir de ce temps que nous partageons aujourd'hui, c'est que le plan relief, il n'est pas construit pour faire la guerre. Le plan relief, il est construit dès lors que la ville a été prise. Pour réaliser un plan relief, avec ce degré de précision, il faut pouvoir être dans la place. Une fois que la ville est conquise, le plan relief va pouvoir être réalisé par des brigades topographiques déployées spécialement dans cette ville. Et le plan ensuite va pouvoir servir à modifier une stratégie militaire, reprendre une ville que l'on aurait perdue. Mais ce ne sont pas des plans en prévision d'un siège, c'est vraiment un plan qui va venir soutenir l'idée déjà d'une victoire sur le territoire de l'autre. Chaque ville fait ensuite l'objet d'une mise en relief pour prévoir les travaux de fortification à entreprendre. Ce sont donc véritablement des outils de planification et de renseignement qui vont très vite être actualisés, réparés, restaurés pour être toujours le plus actuel possible. On peut prendre un exemple d'ailleurs pour vous montrer un petit peu la rapidité d'exécution des plans reliefs, celui de la ville de Ath. Un premier plan relief est construit en 1668, puis un autre en 97, réparé en 1714, jusqu'à ce qu'un autre soit réalisé 1 an plus tard. Donc on peut vraiment avoir des sensations d'accélération par rapport à la réalisation de ces objets de planification et de renseignement qui vont permettre au roi et à son conseil de pouvoir prendre les bonnes décisions à distance, les décisions de défense et d'attaque, pour des villes que certains membres de ce conseil ne connaîtront que par le plan relief. Aujourd'hui, notre facilité à voir, à nous projeter dans nos voyages de demain à travers toutes ces photographies ou images accessibles, nous font oublier que on pouvait autrefois devoir prendre des décisions pour une ville que l'on ne connaîtrait physiquement jamais. Donc ces objets avaient vraiment une capacité de support particulièrement importante. Vous voyez ici une belle ribambelle, si j'ose dire, de portraits relatifs à la collection des plans reliefs. Ne voyez pas d'ironie de ma part en ayant juxtaposé Napoléon Ier et Pierre Mauroy, je n'oserais pas.
Un homme doit être également cité, je l'ai fait précédemment, c'est Vauban, Sébastien le prêtre de Vauban, maréchal de France, qui, voyez-vous, était plutôt hostile à la collection des plans-reliefs. Il a dit de manière un peu fameuse, je le cite, « Les plans-reliefs, c'est un argent mal placé », considérant que c'était un objet, on dirait aujourd'hui, budgétivore, chronophage, pouvant rentrer en rivalité avec ses propres équipes de cartographes et d'ingénieurs topographes. Mais Vauban, qui est un être intelligent, va changer d'avis et va s'apercevoir de la force de conviction du plan relief en faisant réaliser le plan relief de Namur pour convaincre le roi Louis XIV de la transformation d'un certain nombre de fortifications. Mais au tout début, Vauban n'est pas homme à se pencher spontanément sur les plans reliefs, qui pourtant, vous le voyez ici, montrent toute l'inscription de son architecture défensive. On parle alors de fortifications bastionnées. Vous avez ici des exemples de citadelles pentagonales, bases militaires d'avant-garde, presque tapis dans le paysage et qui marquent de leur géométrie vraiment stellaire le paysage et évidemment celui des plans reliefs. Autre date importante dans l'histoire des plans reliefs, c'est celle de 1706. D'abord entreposés aux Tuileries à Paris, les plans reliefs sont déplacés dans la galerie du bord de l'eau, c'est ce que vous voyez, au Palais du Louvre à Paris. C'est l'ancêtre de la grande galerie des peintures que vous connaissez aujourd'hui. Alors c'est un transfert important parce qu'il marque un changement de statut dans les plans reliefs. Objet militaire, certes, il acquiert alors un statut d'objet d'art qu'il est digne d'être conservé, inventorié, restauré au cœur du Palais du Louvre. C'est un objet de prestige, de propagande, et ils sont montrés, comme la scène vous le montre ici, à quelques dignitaires français ou étrangers, à qui on prend soin souvent de montrer la galerie des plans reliefs au petit matin, pour que la lumière extérieure croissante puisse venir soutenir cette vision, je dirais, de dissuasion aussi, que l'on pouvait souhaiter offrir soit à son allié, soit à son ennemi de demain. C'est ici une petite scène conservée, dessinée sur la tabatière du duc de Choiseul, l'une de ses nombreuses tabatières. Le duc de Choiseul était Premier ministre de Louis XV, montrant donc ici une des très rares vues des plans reliefs dans la galerie du bord de l'eau au Louvre. Assez vite, vous voyez ici d'autres vues aux Tuileries et peut-être sur votre droite dans la galerie des glaces de Versailles, où il y a vraiment un rapport au corps. On s'approche de près pour voir mieux quel est cet objet et pour mieux travailler aussi la physionomie des villes conquises ou à renforcer. Autre date importante, celle de 1777. Il s'agit pour la collection d'un nouveau transfert et d'un nouveau statut. Les collections des plans reliefs intéressent peu Louis XVI. Vous savez qu'il a déjà le projet d'installer dans la grande galerie du Louvre une des plus grandes collections de peintures d'Europe, et il faut, si je puis dire, faire de la place. Son architecte des bâtiments dira des plans reliefs que ce sont des colifichets qui ne méritent pas d'être conservés. Donc, en quelque sorte, la collection est sur la sellette à la fin du XVIIIe siècle. Ce sont d'une part des objets merveilleux, certes, mais des objets merveilleusement encombrants. Il faut, on le verra un peu plus tard, tout le château de Chambord pour pouvoir présenter la totalité des plans encore conservés, 80 à ce jour. Et lorsque l'on a d'autres projets, il faut trouver d'autres lieux pouvant accueillir cette collection qui, par ailleurs, montre une manière de faire la guerre qui va vite évoluer. La guerre de siège qui vise à asphyxier en quelque sorte une ville que l'on envisage,
Assez vite, cette manière de faire la guerre va être contredite par une manière prussienne, la guerre en mouvement, et théorisée très rapidement par les troupes prussiennes. Et assez vite, ces objets vont montrer une manière de faire la guerre qui n'est presque plus d'actualité. Si parallèlement, vous envisagez les progrès, il s'agit de progrès, de l'artillerie qui est toujours plus puissante, la manière dont Vauban faisait la guerre en 1670 n'est plus la même que celle que peut mener un roi comme Louis XV ou comme Louis XVI. Donc la collection est transférée ici à l'Hôtel Royal des Invalides à Paris, placée dans les combles des Invalides où ils sont toujours conservés en grande partie aujourd'hui. La collection sert alors davantage à l'enseignement des officiers et des visiteurs privilégiés. Et on peut aussi souligner que la Révolution française et l'arrivée au pouvoir de Napoléon Ier vont relancer l'activité de production des plans-reliefs avec la construction des plus grands et des plus précis de toute la collection. Vous voyez ici le dessin conservé au musée des plans-reliefs de Paris qui vous montre la manière aux Invalides dont sont disposés les plans-reliefs. En premier, l'île qui est en tête d'une grande ligne septentrionale. Et vraiment, vous saisissez l'intérêt de la juxtaposition, la force qu'a cet objet à ne pas être présenté seul et à vraiment venir, dans un principe d'accumulation, renforcer aussi une idée politique du pouvoir. Autre date importante, celle de 1815. Vous avez bien saisi que cet objet est un trophée, que c'est un objet de prestige. Il se trouve qu'en 1815, une partie de la collection est donc spoliée, comprise comme un trophée à emporter, spoliée par les troupes prussiennes qui vont embarquer 19 plans-reliefs à Berlin. Vous avez ici le procès-verbal de cette saisie. 19 plans-reliefs des villes du nord de la France qui vont être transférés dans l'arsenal militaire de Berlin. Donc, vous voyez ici une photographie, peu de temps après la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec une silhouette ruiniste, montrant aussi la manière dont ces plans-reliefs ont été présentés comme des trophées que l'on fiche dans un mur. Ici, le plan-relief de Lille, accroché à la verticale dans l'arsenal militaire de Berlin en 1946. Vous le voyez ici dans son état actuel, nous y reviendrons. Et la manière dont voilà, les plans-reliefs ont été retrouvés par les conservateurs du musée des plans-reliefs de Paris en 1946, très abîmés pour certains. Et seul le plan-relief de Lille reviendra dans les collections françaises. Tous les autres plans saisis, 18 plans, seront considérés comme trop abîmés pour être retransférés à Paris. La production des plans-reliefs s'achève dans les années 1870. Nous galopons jusque dans les années 1939-1940, puisque c'est là une autre date importante de la collection. Vous avez ici l'autorisation rédigée en langue allemande, l'autorisation donnée par le gouverneur allemand des Invalides de l'époque de transférer la totalité de la collection, ou quasiment la totalité de la collection, au château de Chambord. La collection est menacée à Paris. Il faut vite, en janvier 1940, déplacer la collection. Vous reconnaissez ici le plan emblématique du château de François Ier. Et le même principe de forme qui indique avec le nom de la ville quel est le plan-relief à positionner. Ici, outre l'escalier à double révolution que vous avez bien repéré, vous devinez sur les côtés de cette photo de janvier 1940 les tables posées à la verticale des différents plans reliefs, puisque ce sont différents morceaux qui vont venir constituer un même objet. Ici, des archives où j'ai eu plaisir à
j'ai plaisir à vous montrer parce qu'elles sont rares, hein, qui montrent l'état des chargements pour Chambord en 1940. Ce sont des archives conservées au musée des plans-reliefs de Paris et qui vous montrent aussi ici le plan du Panthéon à Paris qui, pendant les dernières années de la Seconde Guerre mondiale, va cacher les plans-reliefs les plus grands qui ne pouvaient pas être transférés au château de Chambord. En 1948, la totalité de la collection est retransférée à Paris. Et il faut alors s'intéresser à une autre date particulièrement importante dans l'histoire de la collection des plans-reliefs de Lille, avec ces deux grandes années très tourmentées qui ont été les années 1985 et 1987, avec ce grand mouvement politique, à savoir le souhait de transférer la totalité de la collection des plans-reliefs à Lille. Pourquoi Lille ? Sous l'impulsion de Pierre Mauroy, qui est alors Premier ministre de François Mitterrand, et dans le cadre du comité de décentralisation de la culture, le ministre de la Culture de l'époque, Jack Lang, propose de transférer l'ensemble de la collection des plans-reliefs à Lille sous l'autorité alors de Pierre Mauroy. L'ensemble de la collection, c'est 80 plans aujourd'hui. Nous en présentons 14 à Lille, 28 à Paris. C'est dire si il faut un grand bâtiment comme l'Hospice général de Lille que vous voyez dans la partie haute de la carte postale de soutien pour envisager et ambitionner d'accueillir la totalité de la collection. S'ensuit une bataille politique, hein, le terme n'est pas usurpé, c'est l'un des grands sujets patrimoniaux de l'époque. Plusieurs journaux télévisés de l'époque font la une, hein, sur cette bataille politique. Pour certains, il s'agit d'une posture électoraliste, pour d'autres d'une revendication identitaire, d'un acte de décentralisation contre une logique plus centralisatrice qui préférerait réunir la totalité d'une collection à Paris. C'est donc une empoignade pendant plusieurs années. Vous voyez ici Pierre Mauroy défendant la création d'un musée européen devant l'Hospice général de Lille qui est situé avenue du Peuple belge. Et il y a véritablement un engouement des futurs visiteurs lillois qui vont manifester leur souhait de pouvoir présenter dignement cette collection à Lille. Alors, il y a toute une série, et ça aurait été dommage de ne pas vous montrer ces caricatures, qui sont parfois méchantes, et qui montrent que le débat a été très vif. Vous avez ici Pierre Mauroy caricaturé, pardonnez-moi, en gros quinquin voulant piller les plans reliefs. Vous reconnaissez en bas la façade principale de l'Hôtel national des Invalides à Paris, et sous ses bras, dans des sacs mystérieux, sans doute quelques plans reliefs transférés à Lille. Autre caricature de l'époque où là vraiment la forme de la citadelle est tout à fait assumée dans un vocabulaire un petit peu plus chasseur. Vous avez ici une caricature aussi assez truculente. Les plans reliefs doivent rester à Lille. Paris, ça suffit. Les îles du Nord pour la décentralisation. Un débat qui s'achèvera en 1987 avec une convention de dépôt qui va être signée par l'État et par la ville de Lille pour déposer à l'époque 19 plans reliefs à Lille. 19 plans reliefs par rapport à la totalité de la collection, 80, c'est peu. Alors là où Pierre Mauroy va être particulièrement fin stratège, c'est que la convention de dépôt va également être l'occasion de signer un autre très grand accord avec la rénovation du Palais des Beaux-Arts dans les années 90, l'intégralité du Palais des Beaux-Arts dans les années 90, et qui va venir soutenir la présentation de la collection des plans reliefs dans ses murs. Vous avez ici une esquisse
de 88 qui présente l'atrium du musée avec 6 plans reliefs présentés comme en préfiguration de ce que va devenir le futur département des plans reliefs que vous voyez ici en construction et qui a été creusé sous la dalle des plans reliefs pour faire surgir cette grand creux presque aussi grand que celle d'un parking souterrain, la future salle des plans reliefs dédiée, la future salle dédiée aux plans reliefs. Parallèlement à ces grands travaux à Lille, le musée des plans reliefs de Paris connaît une phase de rénovation dont vous voyez ici un visuel. Mais aussi dernière grande date pour la collection, celle de 2012 avec la collection présentée dans la nef du Grand Palais à Paris sous l'égide de la présidence de Nicolas Sarkozy, réfléchissant alors à la constitution d'un musée, en tout cas d'une maison pour l'histoire de France. Plus récemment encore, ce sont les années 2018-2019 de notre projet qui ont marqué peut-être un tournant dans l'histoire de cette collection. Le projet a été particulièrement, je dirais, ambitieux. 4 ans de travail pour presque au plus fort du chantier une cinquantaine de personnes. Oui. Excuse-moi, je crois que tu entames ta deuxième partie. Oui, et oui. Alors, juste, je voulais relayer, il y avait quelques petites questions sur donc l'historique que tu viens de tracer. Alors, une personne qui demande si on connaît le nombre de plans reliefs réalisés, mais je crois que tu as répondu, il y en a 80. Et donc, si beaucoup de ces plans ont été détruits, en dehors, et si en dehors de l'île et des Invalides, où est-ce qu'on peut en voir ailleurs? Alors, il y a eu au total, au plus fort de la collection, 200 plans reliefs réalisés. Aujourd'hui, sur ces 200, 80 sont conservés. Une trentaine sont présentés à Paris et d'autres sont présentés notamment à Arras et Douai, qui ont pu obtenir la présentation de leurs plans reliefs suite à une demande réalisée dans les années 1920. À partir des années 1927, la collection va être classée et ne sera plus divisible jusqu'au grand dépôt négocié par Lille dans les années 1980. Donc on peut trouver quelques plans reliefs en dehors de Lille et Paris. Et puis ensuite, il y a un réseau très important de copies des plans reliefs. Il y a plus d'une trentaine de copies qui existent aujourd'hui en France et en Belgique et qui peuvent montrer, parfois de manière un peu réduite, la ville dans laquelle ils sont présentés. Merci. Et autre question, les plans que tu as mentionnés qui donc ont été envoyés, saisis et envoyés à Berlin, pour ceux, les 18 qui étaient trop abîmés et qui ne sont pas revenus, est-ce qu'ils sont toujours visibles à Berlin ou est-ce qu'ils ont été détruits, est-ce qu'ils n'existent plus? Non, ils ont été détruits. Mais il y a un doute. Il y a un doute puisque on perd leurs traces au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et il se trouve que à la chute du mur de Berlin en 1989, les recherches reprennent entre les ministères allemands, russes et français de la culture pour savoir si ces 18 plans reliefs ont bien été détruits ou s'ils ont été emmenés en Russie. Les conclusions de ces recherches indiquent que les 18 plans reliefs autres que celui de Lille n'ont jamais été retrouvés et que très certainement ils ont été détruits. Et on sait de quelle ville il s'agit? Oui, alors je me doutais de cette question, donc j'ai préparé mes anti-sèches. Je peux les citer, parce que je pense qu'il y a de la curiosité. Que je relais. Donc les 18 plans reliefs détruits à Berlin s'agissait donc des plans de Strasbourg, Fort-Louis, Landau, Sarre-Louis, Bitche, Thionville, Longwy, Mézières, Sedan, Givet, Valenciennes, Cambrai, Lille et les écluses de Gravelines. Donc vous voyez des villes
tout à fait situés à la frontière nord, qui ont toujours été un enjeu de conquête entre la France et l'Allemagne. Donc ces plans ont été détruits et dans mon imaginaire, pendant ce projet que l'on va décrire ensuite, je me disais que peut-être à Berlin, il y avait encore, chez des particuliers, des morceaux de plans relief qui auraient été conservés. Ces objets sont sublimes. Peut-être qu'il y a eu, bien sûr, de la curiosité pour ce qui restait d'objets fragiles après un bombardement massif comme l'a connu Berlin en 1945. Très bien. Merci Florence, je te laisse poursuivre. Voilà, je poursuis à grands pas par rapport donc à la phase du projet des plans relief qui nous réunit aujourd'hui, qui ont réuni près d'une quinzaine de partenaires entre 2014 et 2019. Vous en voyez citer à l'écran. Je ne me lancerai pas dans la liste qui serait trop longue et qui oublierait sans doute les principaux. Mais vous avez ici tous ceux qui ont fait que ce projet a pu se faire avec la confiance totale du propriétaire des plans relief, qui est le musée des plans relief de Paris, et dont on souligne aussi l'accompagnement et l'amitié. Et ce projet, il a souhaité avant tout questionner un objet, sa restauration et la manière dont on pouvait en parler aujourd'hui dans les années 2019-2020. Vous avez ici sous l'œil le plan de la salle des plans relief au Palais des Beaux-Arts de Lille, qui, à travers 4 grands vaisseaux de verre, présente aujourd'hui 14 plans relief dont nous avons parlé. Et l'objectif du projet a été, peut-être pour la première fois à cette hauteur-là, les photographies en témoignent, de partager un objet qui est merveilleusement démontable. Vous voyez ici à l'écran quelques vues qui vous permettent d'envisager de quoi nous parlons. Je vais passer quelques photos ici des mécènes collaboratifs autour du plan relief de Lille. D'autres visites qui ont permis de voir de manière très rapprochée un objet qui n'a pas été conçu pour être vu d'aussi près, mais qui pourtant tient tout à fait la vision de détail. Des moments aussi d'expérimentation, certains se reconnaîtront ici, qui ont permis de pouvoir tester des manières de photographier ou de numériser, de photographier les plans en 3 dimensions. Quelques latences dans mon diaporama. Et quoi de mieux qu'un avant-après pour montrer un petit peu les transformations. Vous avez en haut de cette image la vue des plans relief à Lille avant son chantier de rénovation et la vision de son allée principale juste après, avec un meilleur éclairage et un accompagnement en termes de données, de qualification de la collection. Gros effort qui a été réalisé par l'ensemble des équipes. Ici, des vues de la nouvelle salle. Et qui synthétise aussi avec des pictogrammes de quoi il s'agit, quelle époque, quelle saison de représentation, toujours le printemps, quel type de matériaux, du bois, du papier, de la peinture, du textile, quel type d'échelle, puisque tous ces plans reliefs offrent la même manière, la même fabrication. Donc ce chantier assez colossal, il n'a pu être possible que grâce à une équipe dont je suis aujourd'hui vraiment la modeste représentante. Il y a eu un copilotage avec Mélanie Estève, Sophie Luc, je sais qu'elles sont présentes. Et nous savons ce que nous avons vécu avec ce projet. Toute une équipe, tous services confondus, qui ont participé à cette aventure dont vous voyez ici quelques chiffres. La force des plans relief, c'est qu'ils sont aussi facilement quantifiables. On peut dire qu'ils font 400 mètres carrés à Lille, tout assemblé, qu'ils font 12 tonnes, qu'il faut 10 à 12 hommes pour les manipuler, que 5000 photographies ont été réalisées pour couvrir la totalité d'un chantier,
coordonné par un cabinet d'architectes, celui de Mathieu Berthelot, coordonnant à son tour presque une quinzaine de marchés et autant d'entreprises qui se sont mobilisées pour transformer non pas l'objet, mais la manière dont on allait pouvoir en parler. Ici, le travail plus éditorial, hein, celui de la manière dont on va pouvoir décrire l'objet à travers des publications, à travers un collectif d'auteurs. Un film documentaire a pu être réalisé aussi. Un clin d'œil à la copilote Mélanie Estève avec cette photo ici très métaphorique. Hein. C'était notre vie de chantier avec une tour parfois en équilibre précaire et tout un jeu de construction. Et puis, vous l'avez compris, la volonté de partager l'objet. Vous l'avez saisi, le plan relief est un objet qui appelle le collectif. À moi seule, je ne peux rien faire. Je peux l'observer, je peux le regarder, c'est déjà pas mal, vous me direz, mais je ne peux avoir aucune action sur lui. Et c'est une belle contrainte qui a appelé, je pense, consciemment et inconsciemment, une forme de participatif et de collectif. Il a fallu être autant pour être justement proportionnel à ce type de collection. Vous voyez ici un certain nombre de photos des équipes rapprochées du projet qui ont fait que ce grand projet a pu être partagé au-delà des frontières du musée avec le public qui est venu nombreux dans le cadre des visites de chantier et ensuite de la réouverture. Notre directeur s'est pris au jeu aussi. Vous voyez que nous ne manquons pas d'humour et que le sujet qui a été travaillé pendant 1 an, c'est un temps long hein, en termes de communication et d'accompagnement, a permis sur nos réseaux sociaux de pouvoir qualifier cette aventure avec un capitaine qui va donner le tempo à l'ensemble d'une équipe restauratrice, chercheuse, petits détails insolites, restauratrice des plans reliefs sur lesquels nous allons revenir. Ici, la couverture des 2 ouvrages dont je vous recommande la lecture qui ont été publiés à l'occasion de ce vaste chantier. Alors, quel est-il ce vaste chantier? Vous voyez ici un détail du plan relief de l'île et du degré de précision qu'offre ce type d'objet. Ils sont donc présentés depuis 1997 dans cet espace, celui du département des plans reliefs ici en cours de construction. Et vous voyez que le plan relief, avant d'être une forme que l'on voit dans sa globalité, est un objet fait de fragments qui vont être associés. Ici, le plan relief de Namur qui montre 22 tables, 22 morceaux qui, tous associés comme à la façon d'un puzzle, vont venir constituer un tout et un ensemble. Donc après 20 ans d'une exposition ininterrompue à Lille, une restauration et un nettoyage de la collection se sont révélés nécessaires. Le chantier est validé en 2015, son achèvement a lieu en 2019. Il a donc fallu 4 années de travail à une équipe chevronnée pour parvenir à son terme. Et pendant presque 1 an, 10 mois, pendant presque 10 mois, d'avril 2018 à janvier 2019, toutes les maquettes conservées à Lille ont été, c'est ce que vous voyez à présent, démontées, déposées, transportées, nettoyées, restaurées, photographiées, étudiées et réacheminées dans leur salle. Les matériaux en présence, on les devine, c'est d'abord du bois, puis du carton, du papier, du textile également pour la figuration du végétal. Et l'aspect très hétérogène de ces composants fragilise bien sûr la collection. Vous voyez ici différentes vues des coulisses de l'objet hein, qui vous font comprendre vraiment de quoi il s'agit. Hein. Une table sur laquelle on vient emboîter des parties. Et pour restaurer
convenablement la totalité de cette collection, il est apparu que seule la salle d'exposition temporaire, que voici, était assez grande pour accueillir un chantier de restauration presque herculéen, presque pharaonique, qui a visé à restaurer la totalité des 14 et 15 maquettes déposées au Palais des Beaux-Arts. Vous voyez ici la tranche d'une table de Lille qui vous montre vraiment la base en chêne, puis une base plus légère dans un bois souvent plus léger, tilleul ou peuplier, et tout ce que l'on monte, un peu comme si on montait un gâteau, tout ce que les artisans montent à partir donc des reliefs réalisés avec une âme en bois et des éléments textiles pour figurer le végétal. Autre vue de détail qui vous permet de mieux comprendre quelle est la matérialité de ces objets. Ici également. Donc, la salle d'exposition temporaire, 720 mètres carrés, que voici, est monopolisée pendant 10 mois pour ce chantier de restauration, et c'est tout le travail de Sophie Luc qui a coordonné le positionnement et la rotation des plans reliefs qui est ici présenté. Un calendrier à faire frémir et qui montre toutes les rotations de restauration, de démontage nécessaires à la réalisation de ce vaste chantier, qui, rassurez-vous, a été réalisé sous l'égide d'un comité scientifique, dont vous avez ici la photo. Comité scientifique réunissant à rythme régulier les propriétaires des plans reliefs, mais aussi les représentants de l'État, du Centre de recherche et de restauration des musées de France et de toute autre personnalité dont les qualifications pouvaient justement permettre un accompagnement de ce chantier dont vous avez ici aussi des vues des restauratrices à l'œuvre. Voici nos 15 restauratrices. 15 restauratrices pour un chantier de 10 mois, c'est vraiment un chantier hors norme dans l'histoire d'une collection. Et ce chantier a eu la particularité de faire naviguer donc 15 restauratrices à tout instant entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, entre l'aspect homogène d'une collection et puis la particularité de chaque table dont vous avez ici un visuel. Les objectifs du chantier ont été menés à bien grâce à l'élaboration de protocoles précis. Et la complexité de l'objet, ses matériaux divers, exigeait une équipe pluridisciplinaire, à la fois des restauratrices en art graphique, en textile, en mobilier, se sont réunies pour pouvoir réaliser ce vaste chantier. Donc, je ne décrirai pas les protocoles, les fiches de suivi, les cahiers de liaison, les résumés d'opérations qui ont servi à restaurer 151 morceaux de plan relief, puisque c'est bien là le nombre de morceaux exacts qui forment la totalité des 14 plans relief présentés à Lille. Et il a fallu s'adapter, jouer d'imagination pour pouvoir être proportionnel à quelque chose, on le disait, d'infiniment grand ou d'infiniment petit, en ajustant son matériel. Ici, la trousse de Céline Giraud, qui a beaucoup utilisé, par exemple, de matériel de dentisterie pour extraire des parties qui résistaient. Des seringues aussi ont été utilisées parce que beaucoup du vocabulaire de la restauration emprunte au vocabulaire médical. On fait des constats d'état, des relevés sanitaires, des veilles sanitaires, et beaucoup de matériel employé renvoie directement au milieu médical. On a utilisé des seringues, du goutte à goutte de perfusion pour appliquer au bon moment parfaitement un gel de consolidation, par exemple. On a été aussi également amené à utiliser des stéthoscopes pour écouter les plans reliefs. Il se trouve que ces objets sont parfois le dessert merveilleux d'insectes xylophages et que les insectes xylophages peuvent s'écouter au stéthoscope et alerter tous ceux qui sont en train d'y travailler. Vous voyez ici un visuel
un peu raide qui vous montre un avant-après d'une des tables de Namur, puisqu'il s'agit ici de la première grande étape de restauration envisagée, qui a été celle du dépoussiérage. Les plans reliefs avaient été exposés à l'île pendant 20 ans, sans restauration intermédiaire. C'est le même principe qu'une table domestique. L'horizontalité va faire que la poussière du temps va bien vouloir se reposer sur ces volumes plats. Vous avez un exemple avant restauration à droite, vous l'aurez compris, et à gauche, après dépoussiérage. Le dépoussiérage, il s'est réalisé avec des micro-brosses, des micro-aspirateurs, des mini-embouts pour parvenir à atteindre des zones difficilement accessibles. Vous avez ici, et là il faut avoir l'œil un peu attentif, un essai de dépoussiérage dans le centre-ville de plan d'Avesnes, sur Helpe. Ici, si je pointe, vous avez un essai de dépoussiérage léger sur le papier. Et si vous regardez un petit peu plus sur la gauche, vous voyez que l'empoussiérage est un petit peu plus important. Donc c'est ce type de propositions qui ont été validées. Même chose ici à Charleroi, avant à gauche, après à droite, un premier dépoussiérage. Ici sur la grande place de Tournai, un plan qui était particulièrement encrassé. Et puis des astuces pour parvenir à positionner au bon endroit des consolidations, puisque au-delà du dépoussiérage, ce sont aussi des consolidations, des soulèvements qui ont été engagés pour permettre au plan relief de vivre encore des décennies, si ce n'est des siècles. Donc l'immensité de la tâche a été décuplée par la petitesse des éléments. Et ce sont des prises en charge de milliers d'éléments de papier, de carton, souvent instables, qui ont été réalisés avec de la minutie, de la précision et aussi beaucoup de répétitions dans les gestes. Vous avez ici des vues encore plus saisissantes de ce qu'a été la restauration de ces plans reliefs. L'image parle d'elle-même, une zone en test de nettoyage et un plan, celui d'Audenarde, peut-être le plus beau de la collection, très encrassé. Il a à retrouver dans sa salle toute sa clarté. C'est simplement un décrassage des eaux qui a permis de retrouver cette clarté, cette lecture. Il n'y a pas eu de retouche massive. Nous n'avons pas repeint les plans reliefs. C'est une question qui revient souvent. L'objectif de ce type de restauration aujourd'hui, c'est de pouvoir au maximum proposer un geste dit réversible sur lesquels les restaurateurs et les restauratrices de demain pourront revenir. Alors, la limite, c'est que le dépoussiérage n'est pas réversible. La poussière qui a été enlevée, elle n'existe plus. Mais toutes les autres démarches doivent pouvoir être reprises par nos successeurs. Vous avez ici une vue avant-après de la table principale de Maastricht, qui montre aussi comment la lecture de l'eau, qui est un enjeu majeur de défense, est ici figurée. Et puis des tables, celle de Tournai, qui a bénéficié d'une restauration un petit peu plus massive, avec un travail sur le sable qui constitue les tables de campagne et que vous voyez ici dans son avant-après qui souvent parle de lui-même. La restauration des plans reliefs, vous en avez ici des exemples très concrets. Restauration des arbres qui avaient été abîmés, qui ont été passés dans différents bains, avec des tests, il y a un aspect très expérimental, pour retrouver ici un arbre de plan relief avec un gonflé. Pour l'anecdote, mais qui n'en est pas une, chaque arbre de plan relief, pour ce plan de Tournai, a été séché au sèche-cheveux pour retrouver un volume que le temps lui avait fait perdre. Alors, avant peut-être de sauter dans la toute dernière partie qui sera rapide, est-ce que, Alice, il y aurait des questions par rapport au chantier de restauration, ou est-ce que je saute Alors déjà, une petite précision.
En fait, on ne peut pas vous donner la parole Ah oui. oralement, je dirais. Donc, si vous voulez vous exprimer ou poser une question, n'hésitez pas à l'écrire, en fait, dans la colonne conversation. Voilà. Alors, il y a quelques échanges entre nos auditeurs, certains étant visiblement assez spécialistes sur les plans reliefs. Oui. Et alors, Benoît Dauchy a le souvenir d'une exposition où les visiteurs se déplaçaient au-dessus du plan de Strasbourg il y a bien 30 ans. Est-ce que Florence... Oui, je pense que c'est le plan de Strasbourg, un autre de celui détruit à Berlin, qui est présenté au musée historique de Strasbourg, à ma connaissance, dans une vaste salle qui permet, à l'aide d'une passerelle, de pouvoir tourner autour. Donc, je pense que c'est ce souvenir qu'a notre collègue de tourner. Alors, une autre question de Jean-Luc Decoux. Faites-vous un lien entre les plans reliefs et les représentations des villes trouvées dans les albums de Croix? De Croix, de la collection ou n'ayant pas la... Alors, je n'ai pas de précision. Donc, si la personne, si Monsieur Decoux est là, effectivement, ça pourrait aider Florence à répondre à votre question, puisqu'il n'y a pas de précision, en fait. Et une question, enfin une remarque plus exactement sur la restauration. Tu parlais des restauratrices et quelqu'un demandait si c'était un métier plutôt féminin. Et c'est vrai que c'est un métier plutôt féminin. En l'occurrence, c'était plutôt une équipe de femmes, donc c'est pour ça que... Oui, c'est une question qui est revenue très très souvent et c'est bien normal. 15 restauratrices. Alors ça a été un grand sujet avec les restauratrices. Il y aurait pu y avoir des hommes dans cette équipe. Il se trouve que, comme tu le dis bien, Alice, le métier s'est beaucoup féminisé. C'est par ailleurs un métier assez peu rémunérateur. Peut-être qu'il y a un lien entre les deux occurrences, mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir que cette collection, elle a été vraisemblablement conçue par des hommes, pour des hommes, et que 350 ans plus tard, la féminisation de certains métiers fait que exclusivement, ce sont des restauratrices qui ont restauré les plans reliefs il y a 2 ans. Donc c'est une évolution qui, en effet, n'a pas manqué d'être soulignée au moment de la réouverture du département. Alors, quelques précisions. Il s'agit effectivement des albums de Croix, C-R-O-Y tréma. Voilà, qui reprend les possessions de la famille de Croix sur l'ensemble de l'Artaud, Hainaut, Flandre, nous précise. Oui, alors le lien direct à ma connaissance n'est pas réalisé, mais ce sont en effet des éléments de représentation et de témoignage qui peuvent être mis en comparaison avec les plans. Chose que je n'ai pas dite, mais que j'allais dire juste après, dans la troisième grande partie, c'est que comment ces plans finalement ont été réalisés. Il fallait que les brigades topographiques soient dans la place pour représenter et dessiner tout ce qu'ils avaient devant l'œil. Et toutes ces informations étaient consignées dans des grands cahiers qu'on a appelés des cahiers de développement, qui consignent absolument tout. Je vous en montrerai très rapidement un exemple pour Avesnes. Ces grands cahiers de développement, qui devaient être assez sublimes, n'ont pas été conservés pour les plans datant du XVIIIe siècle. Vraisemblablement détruits pendant les déménagements successifs de la collection. Et ce sont les plans du XIXe siècle et leurs cahiers de développement qui sont conservés à Paris et qui nous montrent aussi comment ces plans ont été réalisés, les relevés premiers, les annotations relatives aux couleurs. Vous voyez, devant vous, vous avez un rang de façades lilloises. Les briques, les parements de bois, les soubassements en pierre sont figurés, certes de manière synthétique, mais sont figurés. Donc il y avait vraiment une codification
très scrupuleuse pour permettre à des artisans de réaliser ensuite des maquettes de villes qu'eux-mêmes n'avaient pas vues. C'est-à-dire que ceux qui dessinaient les cahiers préparatoires n'étaient pas ceux qui réalisaient les plans. Donc il fallait arriver à passer ce qui faisait la caractéristique d'une ville. Florence, une dernière question avant de terminer avec la dernière partie. Un de nos auditeurs s'interroge sur les personnes qui étaient chargées de faire les relevés topographiques, Oui. qui étaient parfois mal accueillis par les habitants des villes en question. Oui. Et donc, est-ce qu'ils venaient en cachette? Voilà, comment procédait-il? Alors, il procédait, et je vais peut-être filer en même temps sur des visuels qui vont vous aider. Voilà. Topographe à l'œuvre. Là, nous sommes sur une gravure du XVIIIe siècle. Donc, le calcul des distances était tout à fait possible. Le calcul des reliefs l'était. C'est une des questions sous-jacentes à celle à l'instant. Est-ce que ces plans sont exacts? Oui, quand on superpose les imageries contemporaines et celles des plans, il y a une conformité à plus de 90% pour beaucoup d'entre eux. Et il se trouve que dans les villes conquises, ces ingénieurs topographes étaient dotés d'un passeport qui leur permettait de rentrer partout où ils devaient rentrer pour relever les architectures. Donc c'était un geste d'occupation, on pourrait dire, très fort dans une ville qui venait d'être nouvellement française et qui permettait à des individus comme ceux que vous avez à l'écran de pouvoir aller dessiner dans l'intérieur des cours particulières pour pouvoir représenter avec précision la totalité d'une ville. Et vous avez ici des archives du plan relief d'Avesnes que j'ai évoqué, qui est un plan plus récent, 19e, pour lesquels on conserve tous ces cahiers, comme ici, cahiers de développement, qui montrent comment on figurait maison après maison, bâtiment après maison, l'ensemble d'une ville et de ces terres de campagne, hein, puisque c'est un paysage qui en sert aussi chacune des villes figurées. Et de ces relevés découlait ensuite la réalisation en 3 dimensions. Et vous voyez le glissement entre la cartographie ici et le plan relief de l'île très abîmé, mais qui nous permet de comprendre quel a été le tracé préparatoire, reprenant les cahiers de relevé et de développement réalisés par les ingénieurs topographes qui, c'est vrai, pouvaient ne pas toujours être accueillis, on peut le comprendre, hein, dans une ville nouvellement occupée, pas toujours formidablement accueillis par les habitants de la ville. Donc voilà, on passe vraiment du relevé qui prenait, et c'est une des questions aussi auxquelles il faut répondre avant de conclure, c'est de combien de temps prenait la réalisation d'un plan relief. Donc il fallait une équipe spécialisée de cartographes. Il y a eu plus de 200 plans relief réalisés sur 200 ans, donc ça veut dire que la production était très rapide. Et qu'en moyenne, il fallait à peu près entre 3 et 4 ans pour réaliser un plan de taille moyenne, c'est-à-dire d'une quarantaine de mètres carrés. Et la question qui se pose ensuite, c'est quelle est la valeur d'un objet de ce type? On a compris qu'il était un objet de prestige, demandant des qualités de production assez exceptionnelles sur la totalité d'un territoire. On sait que pour le plan relief de l'île, qui est à l'écran et dont je vais vous passer rapidement des détails, le plan relief de l'île, il est présenté en 1743 dans la Galerie des Glaces à Versailles pour Louis XV. Et il y a une archive qui indique que ce plan a coûté 15 000 livres. Alors 15 000 livres, qu'est-ce que ça représentait à l'époque? Nous avons travaillé avec nos collègues du département des monnaies de la Bibliothèque nationale pour tenter de faire des correspondances pas trop erronées. 15 000 livres, c'est le prix d'un très bel hôtel particulier des nouveaux quartiers de l'île à l'époque, mais c'est aussi 300 ans de travail pour un domestique. Donc on s'aperçoit que
un plan relief, à lui seul, représentait déjà à l'époque une valeur assez vraiment exceptionnelle. Et c'est aussi pour ça que Vauban n'était pas très à l'aise avec cette collection au tout début. Sa formule, je l'ai dit au tout début, le plan relief est un argent mal placé, considérant que cette dépense assez somptuaire pouvait être positionnée ailleurs. Il se trouve que 350 ans plus tard, nous nous réunissons virtuellement pour parler d'un objet qui propose vraiment toutes ces oscillations assez merveilleuses entre le minuscule et le grandiose. Voilà, le détail d'une... Oui. Est-ce que parfois, il arrive que soient représentés sur ces plans reliefs des animaux, des hommes, des femmes ou Là aussi, c'est une des questions qui surgit. Jamais. Il n'y a jamais de représentation humaine. C'est un objet déserté. Je vais essayer de retrouver une vue globale, mais évidemment, je l'ai perdu. Il y a quelques détails, hein, vous le voyez, qui sont absolument invisibles à l'œil nu. On peut se demander aussi pourquoi ils ont été figurés, mais ils sont bien là. Voilà, la vue que je voulais montrer. Aucun animal, aucune représentation humaine, même de troupes militaires. C'est un objet désincarné, volontairement, qui montre vraiment une ville et son territoire d'implantation. Nous ne sommes pas dans des maquettes commémoratives, comme il peut y en avoir, et je sais que notre collègue de Musée Carnavalet nous écoute ce midi, où il pourrait y avoir des représentations de foule pour un événement particulier. Là, vraiment, on est dans une vision, je le disais, volontairement désincarnée. Et puis, d'un point de vue échelle, pour représenter un homme, il serait vraiment, vraiment minuscule. Et donc là, il faudrait aussi pouvoir transformer un petit peu les échelles. Mais non, pas de moutons ou de veaux printaniers dans ces paysages familiers des plans reliefs. Et tu parlais des carnets de développement. Donc, Oui. on nous demande si ceux-ci reprennent les modifications qui ont été faites ultérieurement aux fortifications. Et si oui, jusqu'à quand ont-ils été modifiés? Alors, les cahiers de développement, à ma connaissance, n'étaient pas modifiés. Parce que c'est vraiment là la première photographie de la ville qui est faite. En revanche, les plans, eux, ont très vite été actualisés. Et notamment le dessin de certaines fortifications ont été transformés au fil des années, et ceci très rapidement après la fabrication première du plan. Et souvent, ces modifications ont été faites jusqu'au 19e siècle, jusque dans les années 1870, au moment aussi où l'agrandissement des villes a fait que beaucoup des anciens remparts et des anciennes fortifications ont été arasés pour permettre l'agrandissement des villes comme Lille, mais comme beaucoup d'autres. Donc ces cahiers de relevé et de développement disparus pour les plans 18e devaient montrer aussi beaucoup d'éléments qui n'existent plus aujourd'hui. Est-ce qu'il y aurait quelques autres dernières questions? Il y a une auditrice qui nous demande, je n'avais pas oublié votre question, madame, c'était, je pense, la question de la fin, mais comme vous avez l'air impatiente, je la pose dès maintenant. Si nous envisageons de créer une association des amis des plans reliefs. Oh, bah alors, face à Très belle idée. Ce serait merveilleux. On va y réfléchir. Oui, parce que c'est Merci pour la suggestion. un des éléments importants, et je crois que nous pourrons finir sur cette notion, c'est que on l'a vu par rapport à la bataille politique des années 80, au formidable succès aussi de l'exposition des plans reliefs en 2012 à Paris. Ce sont des objets très attachants parce qu'on y retrouve sa ville, on y retrouve ce que l'on nomme aujourd'hui une géolocalisation affective. Et il est vrai que ce sont des objets pour lesquels, peut-être plus que d'autres, il y a eu et il y a un engouement. La réouverture du département en 2019 a été vraiment célébrée par les visiteurs qui sont venus nombreux.
Et ça veut dire sans doute quelque chose d'un objet qui nous propose une réflexion un peu sur l'infini, sur la place de l'homme dans la nature et dans la ville. Et c'est un objet qui répond aussi très bien à nos grandes questions contemporaines. Et c'est aussi pour cela, et juste pour terminer, que nous avons pu développer des dispositifs numériques qui ont numérisé la ville et qui permettent aujourd'hui de superposer la ville de Lille avec son développement urbain actuel. Nous avons travaillé avec l'agence d'urbanisme de la métropole de Lille pour cela, pour tenter de montrer aussi l'évolution et la manière dont on se situe, nous, petits hommes, dans un objet qui a été imaginé pour être grand. Et juste pour conclure, c'est vrai que face à un objet de ce type, nous sommes à la fois tous des princes. C'est un peu de la stratégie militaire où la citadelle ici a été envahie de joyeux Playmobil, et puis des enfants, c'est-à-dire qu'il y a cette oscillation entre vraiment un objet de pouvoir et un objet d'imaginaire. Et je crois qu'on pourra terminer sur ce visuel qui vit et qui vit bien dès lors qu'il est regardé, qui permet cette mise en perspective. Ici, une photo du département à son ouverture, et c'est tout ce jeu de regard entre l'infiniment grand et l'infiniment petit que propose ce type d'objet. Alors, peut-être 2 dernières questions pour terminer, Florence, sous une avalanche de remerciements. Est-ce qu'il existe un plan relief de Boulogne-sur-Mer? Ah, ben c'était la question piège. Je crois qu'il a existé, mais qu'il a été détruit. Il faudrait que je vérifie, parce que j'ai un doute. Peut-être qu'en sautant, alors est-ce que je vais arriver à faire ça? Et puis, la personne qui cherche une réponse exacte peut consulter le site du Musée des plans reliefs de Paris, qui propose ses collections en ligne et notamment un inventaire des plans qui ont existé. En tout cas, à Boulogne-sur-Mer, sachez que, je ne vais pas le retrouver, c'est dans cette ville qu'est mort l'architecte et l'ingénieur. Ah non, j'arrive pas à faire ce que je veux, j'en suis désolée. En tout cas, c'est à Boulogne-sur-Mer qu'est mort l'ingénieur Nézo, qui a réalisé une grande partie des plans reliefs de la collection des plans reliefs. En tout cas, là, on voit le plan de Dunkerque, Douai, Saint-Omer, Brest. Je chercherai pour répondre. Un auditeur qui a l'air assez spécialiste nous précise qu'il n'existerait pas à sa connaissance de plan de Boulogne-sur-Mer. Voilà. Et peut-être une dernière question pour terminer, Florence, cette présentation passionnante. Quelle a été ta plus belle surprise au cours de ce travail de restauration des 14 plans et reliefs? Oh ben, j'en ai une, c'est presque une anecdote. C'est une visite partagée avec un collègue écologue de la ville de Lille, avec qui nous avons travaillé de manière très très pluridisciplinaire, Johan Tison pour le citer, avec lequel j'ai commencé à regarder la collection au tout début. Et puis j'avais des interrogations par rapport à des arbres que je trouvais, ma foi, très abîmés sur certains plans. Et son regard de spécialiste de la représentation du végétal m'a dit, écoute Florence, peut-être que ces arbres ne sont pas abîmés, mais qu'ils renverraient plutôt à une taille très spécifique, dit des arbres têtards qu'on trouve beaucoup dans l'Avesnois. Ces arbres laissés petits, bas, trapus pour générer beaucoup, beaucoup de feuillage et beaucoup de branchage. Et c'est un peu un peu la fable de ce chantier, c'est-à-dire que le regard croisé a permis sans doute
je l'espère, de proposer un discours plus nuancé. Et que là où moi je voyais un arbre un peu ébouriffé, un peu mal en point, d'autres y ont vu, et c'est sans doute juste, une représentation très spécifique. Donc ça, c'est l'un des plus beaux souvenirs que j'ai de ce chantier de restauration. Il y en aurait d'autres, hein, mais il est déjà 14 heures. Bon, bah, ça sera la dernière question. Merci beaucoup, Florence. Et en tout cas, la conclusion, je pense, c'est que les plans reliefs ont un fan club. On va réfléchir sérieusement peut-être à créer une association des amis des plans reliefs conservés au Palais des Beaux-Arts de Lille. Voilà. Et bah, merci à tous pour merci à tous d'avoir suivi cette conférence. Merci Florence pour ton exposé très riche et très vivant. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite tous et toutes une belle fin de semaine. Merci à tous de votre présence.